Nous avons conclu notre visite au Qatar, où nous avons rencontré l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, ainsi que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani. Nos relations sont anciennes et amicales. Aujourd'hui, nous avons confirmé notre volonté de les développer pleinement sur la base des accords conclus lors des précédents contacts entre le président Vladimir Poutine et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Nous avons discuté de la poursuite des réunions à différents niveaux sur diverses questions. La tâche la plus proche est de tenir la prochaine réunion de la commission mixte russo-qatari pour la coopération commerciale, économique et technique. Elle est prévue pour le mois prochain à Doha. Des contacts sont également prévus entre nos ministères des Affaires étrangères. Nous gardons toujours à l'esprit la possibilité de rencontres au plus haut niveau. Cet intérêt est partagé des deux côtés. Nous avons convenu d'intensifier notre travail dans tous les domaines, en particulier dans le commerce, l'économie et l'énergie, dans le cadre d'organisations telles que le Forum des pays exportateurs de gaz basé à Doha, y compris la coopération entre l'Agence d'investissement du Qatar et le Fonds d'investissement direct russe. De nombreux échanges humanitaires, la promotion du tourisme et d'autres événements culturels sont également prévus. Nous avons longuement discuté des affaires du Moyen-Orient, en particulier de la situation en République arabe syrienne après le changement de pouvoir. Nous sommes intéressés à ce que ce processus ne devienne pas incontrôlable et ne dégénère pas en conflit interne. Ces risques persistent. Des affrontements entre différents groupes ont encore lieu dans certaines régions après l'établissement du nouveau pouvoir à Damas. De nombreuses parties du territoire syrien manifestent le désir de se séparer du gouvernement central. Cela concerne non seulement les Kurdes, qui ont longtemps nourri des idées séparatistes sous l'administration de Joe Biden, ce qui est catégoriquement inacceptable pour tous les pays de la région, car cela pourrait conduire à une guerre majeure, mais aussi d'autres groupes ethno-confessionnels qui souhaitent profiter de la situation actuelle pour revendiquer une certaine autonomie. Afin de canaliser ces processus, les autorités syriennes ont récemment organisé un congrès national PAN syrien, auquel, selon leur déclaration, toutes les forces politiques et ethno-confessionnelles de Syrie étaient représentées. Une déclaration a été adoptée, appelant positivement à une poursuite transparente du travail avec la participation de tous les groupes représentant la société syrienne et à la création de conditions pour le développement socio-économique et la résolution des problèmes graves hérités des sanctions unilatérales étouffantes imposées par les États-Unis et les Européens contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Nous avons plaidé à l'ONU pour la levée immédiate de ces sanctions. Elles n'ont pas touché Bachar al-Assad et son gouvernement, mais le peuple syrien, et continuent de le faire sous le nouveau pouvoir que l'Occident considère comme plus acceptable que le précédent. Nous continuerons à soulever cette question et à exiger l'annulation de ces sanctions unilatérales sans condition. Les Européens ont tenté d'imposer des conditions, suggérant que tout assouplissement du régime de sanctions devrait impliquer l'expulsion de la Russie de la République arabe syrienne. C'est la même mentalité qui a caractérisé l'Europe récemment, soit avec nous, soit contre nous. Cela a été le cas dans la préparation du terrain pour arracher l'Ukraine à la Russie et dans de nombreuses autres situations. Cette mentalité a un effet destructeur sur tous les processus. L'Europe, aujourd'hui encore, alors que la configuration des forces politiques change en Ukraine, nous en avons discuté aujourd'hui avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, tente immédiatement de saper cette tendance, annonce de nouveaux grands paquets d'aide militaire à Kiev, l'incite à poursuivre les combats et déclare ouvertement, comme l'a fait la première ministre danoise Mette Frederiksen, que dans cette situation, la paix est pire que la guerre pour l'Ukraine. Le rôle de l'Europe dans l'attisement des crises et sa réputation dans ce domaine, qu'elle a mérité au cours des longs siècles de développement de l'humanité, reste inchangé. Nous sommes pour que tous les acteurs externes, Arabes, Occident, Chine, Russie et Iran, contribuent à la normalisation de la situation en Syrie. Nous savons que le leadership syrien, comme nous l'ont confirmé nos interlocuteurs qataris, est intéressé par une assistance équilibrée et uniforme aux réformes et au processus de normalisation à l'intérieur du pays,
afin que personne ne tente de subordonner ces processus à ses objectifs géopolitiques. La Syrie ne veut plus être un territoire où les problèmes géopolitiques des acteurs externes sont résolus. Nous avons également accordé une attention particulière à une autre question, la situation dans le règlement israélo-palestinien et dans les relations entre Israël et le Liban. Nous sommes préoccupés par le fait que chaque jour, l'armée israélienne franchit des étapes supplémentaires qui ne sont pas prévues par les accords avec le Hamas et le Liban et qui créent des faits sur le terrain contraires aux accords et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur les affaires palestiniennes et le problème libanais. À cet égard, le Qatar et la Fédération de Russie partagent la nécessité de ramener le processus dans le cadre des principes approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. La question de la création d'un État palestinien est cruciale. Si des tentatives sont faites pour étouffer ces décisions du Conseil de sécurité et remplacer la création d'un État palestinien par une dispersion des Palestiniens dans la région, cela ne fera que poser une bombe à retardement, comme cela s'est produit à plusieurs reprises au cours des longues décennies d'ignorance des exigences d'une solution à deux États. Nous continuerons les consultations avec le Qatar. Un dialogue utile se déroule entre la Russie et la Ligue des États arabes dans le cadre de notre format conjoint existant. Nos experts discutent quotidiennement de toutes les questions nécessitant une coordination. Nous utiliserons nos capacités sur la scène internationale, y compris à l'ONU, pour que les processus suivent une voie constructive. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous plaçons nos espoirs dans la conférence de la Ligue des États arabes qu'il convoque au Caire, où sera discutée la question de l'avenir de la bande de Gaza dans le contexte des initiatives proposées, y compris sa transformation en zone touristique. Les Arabes veulent que le droit des Palestiniens à vivre sur leur terre soit protégé. C'est à cela que sera consacré le sommet. Le 14 mars, à Istanbul, se réunira le comité conjoint de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, qui examinera également les approches pour réguler les relations dans toute cette région, Israël-Palestine, Israël-Liban, Israël-Syrie. Les représentants israéliens, tout comme ils ont décidé de rester dans le sud du Liban, sont maintenant entrés dans le sud de la République arabe syrienne. Cela crée une nouvelle situation et nécessite non seulement une réflexion, mais aussi l'élaboration de mesures constructives prenant en compte les intérêts de sécurité et de développement de tous les pays de la région, y compris, bien sûr, Israël. Mais les questions de sécurité et de développement doivent être résolues sans nuire à la sécurité et au développement des autres. Le Qatar a déployé beaucoup d'efforts pour que les enfants séparés de leurs parents puissent être réunis. Comment envisagez-vous le rôle de médiation du Qatar dans le règlement du problème ukrainien ? Aujourd'hui, nous avons exprimé une nouvelle fois notre gratitude au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, pour les efforts qu'il déploie discrètement et efficacement pour aider à résoudre les questions humanitaires dans les relations entre la Russie et l'Ukraine, en particulier celles concernant le retour des enfants dans leur famille. Ce travail sera poursuivi, nous en avons été clairement informés aujourd'hui. Nous accueillons toujours favorablement les initiatives proposées de bonne foi par les pays de la région. Outre le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite travaillent utilement. Nous considérons cela comme une manifestation de bonne volonté qui profite avant tout aux personnes directement touchées par le conflit. En ce qui concerne les autres domaines d'assistance du Qatar, nous n'attendons pas d'action particulière. Nous attendons que nos collègues européens cessent enfin de mentir en affirmant que la Russie bloque les négociations. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a répondu à plusieurs reprises à ces affirmations mensongères, rappelant que c'est avant tout le leadership ukrainien, encouragé par l'Europe, qui refuse les négociations. Outre le décret bien connu de Volodymyr Zelensky interdisant les négociations avec la Fédération de Russie, nous entendons quotidiennement des déclarations affirmant qu'il ne faut pas s'asseoir à la table des négociations maintenant, mais qu'il faut d'abord assurer la supériorité sur le champ de bataille. C'est dans cet esprit belliqueux que les pays européens promeuvent actuellement leur politique désespérément dépassée et vouée à l'échec en Ukraine. Nous partons du principe que la meilleure aide de la part de ceux qui souhaitent sincèrement contribuer à résoudre le conflit est de comprendre ses causes profondes. Comme l'a fait le président américain Donald Trump dans ses récents discours, qualifiant l'élargissement de l'OTAN et la tentative d'absorption de l'Ukraine par l'Alliance Atlantique de plus grande erreur de l'administration Biden est l'une des principales causes du déclenchement de ce conflit. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle fois attiré l'attention sur une autre cause flagrante,
que l'Occident a tout fait pour dissimuler jusqu'à récemment, et qu'il continue de dissimuler. La politique du régime arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, qui vise à éradiquer tout ce qui est russe par l'adoption de lois, y compris dans les domaines de l'éducation, des médias et de la culture. Récemment, l'Église orthodoxe ukrainienne canonique a été interdite. C'est une violation directe de la Charte des Nations Unies, qui exige le respect des droits de l'homme, y compris et surtout des droits linguistiques et religieux. Aucun représentant occidental n'en parle. Par conséquent, la promotion de cette vérité, la diffusion des faits que nous citons constamment et la compréhension des causes profondes seront la meilleure contribution de tout pays à la création des conditions d'un règlement juste de ce conflit. Comment envisagez-vous les perspectives de coopération future avec le Qatar dans le domaine de l'énergie? Le Qatar est l'un des principaux actionnaires de la société Rosneft. C'est un processus assez stable. Doha est le siège du Forum des pays exportateurs de gaz, une structure importante que nous apprécions pour assurer l'harmonie sur le marché des énergies, en particulier le gaz naturel. Dans le cadre de la coopération entre l'Agence d'investissement du Qatar et le Fonds d'investissement direct russe, des projets d'une valeur de près d'1 milliard de dollars sont en cours. D'autres projets d'une valeur encore plus importante sont à l'étude. Certains de ces accords pourraient être orientés vers de nouvelles formes de coopération énergétique. C'est au ministère et entreprises concernées de décider. Le président français Emmanuel Macron a déclaré, à l'issue de ses entretiens avec Donald Trump, que les partis étaient convenus de la nécessité de déployer des forces de maintien de la paix européenne en Ukraine après la fin du conflit. À Moscou, un tel scénario a été à plusieurs reprises rejeté. Des troupes de quels pays européens la Russie serait-elle prête à envisager? Nous ne pouvons envisager aucune option. Je ne sais pas ce que le président Emmanuel Macron a dit. Il n'a pas très bien joué son rôle à Washington. Le président Donald Trump, lorsque cette question a été abordée lors de la conférence de presse, a déclaré qu'une décision sur le déploiement de forces de maintien de la paix ne pouvait être prise qu'avec l'accord des deux parties. Apparemment, en pensant à nous et à l'Ukraine, personne ne nous a demandé notre avis. L'approche imposée par les Européens, en particulier la France et le Royaume-Uni, vise à attiser le conflit et à empêcher toute tentative de l'apaiser. Emmanuel Macron a déclaré à Washington qu'un cessez-le-feu urgent et le déploiement de forces de maintien de la paix étaient nécessaires. Ensuite, a-t-il dit, nous parlerons des territoires, du sort des gens, des autres principes de règlement. C'est de la duplicité. On ne peut pas accepter un accord qui vise un seul objectif, armer à nouveau l'Ukraine. Le 24 février dernier, une grande délégation européenne s'est rendue en Ukraine et a annoncé de nouvelles livraisons d'armes de plusieurs milliards de dollars. Lorsque les États-Unis proposent une résolution appelant à un passage urgent à la paix, l'Europe vote contre. Ensuite, par ses actions, elle confirme qu'elle ne veut pas de paix, car ses protégés n'ont pas encore rempli leur principale tâche. Certes, ces tâches changent. Il y a encore peu de temps, il s'agissait d'infliger une défaite stratégique à la Russie, ce que l'Union européenne et l'OTAN répétaient chaque jour comme un mantra. Maintenant, le président Emmanuel Macron a déclaré à Washington qu'il fallait parvenir à un règlement qui ne ressemble pas à une capitulation. Les gars s'adaptent rapidement, mais pas à tout. Par conséquent, les discussions sur des forces de maintien de la paix sont vaines. L'essentiel est d'éliminer les causes profondes du conflit. Elle ne réside pas dans l'absence de forces de maintien de la paix, mais dans l'implication de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique avec l'objectif d'utiliser son territoire pour créer une infrastructure militaire dirigée contre la Russie et l'éradication totale des droits des Russes et des russophones. Certains disent qu'il y a une idée de laisser une ligne de contact. Premièrement, cela n'arrivera pas. Il y a une constitution basée sur l'expression de la volonté du peuple. Deuxièmement, ce qui reste de l'Ukraine doit également être libéré des lois racistes. Les gens qui y vivent préfèrent parler russe et veulent préserver les traditions de leurs ancêtres, élevés dans la culture russe. Par conséquent, on ne peut pas se contenter de petits trucs mécaniques comme le déploiement de troupes. Il faudra parler des causes profondes. Reuters a précédemment rapporté que Moscou envisageait une option selon laquelle ces actifs gelés seraient utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine, à condition qu'une partie d'entre eux soit également utilisée pour les besoins des nouvelles régions de Russie, la RPD, la RPL, les régions de Zaporijia et de Kherson. La Russie envisage-t-elle réellement une telle possibilité ou cherche-t-elle à récupérer intégralement ces actifs? À Washington et à Kiev,
On se prépare à signer un accord sur les métaux rares, alors qu'une grande partie des réserves de ces ressources se trouve sur le territoire des 4 nouvelles régions de Russie. Lors de la réunion à Riyad et des consultations ultérieures, cette question a-t-elle été discutée avec les États-Unis? Lorsque le président Vladimir Poutine a invité des entreprises américaines à exploiter ces ressources sur le territoire de la Russie, ces 4 régions étaient-elles incluses? Lorsque le président ou un autre représentant du gouvernement russe invite des investisseurs étrangers à participer à des projets sur le territoire de la Russie, il entend bien sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, conformément à sa constitution. Cette question n'a pas été abordée lors de la réunion à Riyad. Nous avons parlé de la nécessité de lever les obstacles artificiels au développement des relations économiques et autres mutuellement bénéfiques, comme l'a souligné le président Vladimir Poutine lors de son entretien téléphonique avec Donald Trump. Mais c'est un principe. Il faut d'abord changer la situation malsaine et stupide qui empêche même toute discussion entre les deux grandes puissances. En ce qui concerne nos actifs volés par les Européens, il n'y a eu aucune discussion concrète, mais il ne fait aucun doute que cette question fera partie du règlement. Les Américains le comprennent également. Le secrétaire d'État Marco Rubio a récemment déclaré que la question des actifs russes gelés devait être examinée en lien avec les mesures prises par la Fédération de Russie en réponse qui affectent les intérêts des entreprises américaines. C'est une réflexion saine sur la nécessité d'abandonner les méthodes de vol et de ne pas s'attendre à ce qu'elles restent sans réponse. Une autre remarque intéressante du président français Emmanuel Macron, qui a dit beaucoup de choses nouvelles. Lorsqu'on lui a posé la question sur ce sujet, il a déclaré qu'il ne fallait pas toucher aux actifs russes saisis en Europe, car cela violerait le droit international. Mais les profits générés par ces actifs pourraient être utilisés pour soutenir l'Ukraine. Nous demandons à nos collègues français d'expliquer dans quel document international il est permis d'utiliser les profits de ce que l'on a volé. Vous avez déjà dit que vous souhaitiez d'abord résoudre la question des ambassades, celle de Russie aux États-Unis et celle des États-Unis en Russie. Y a-t-il un schéma ou une séquence de sujets qui seront discutés? Vous avez dit que Marco Rubio était prêt à discuter de cette question. La question sera-t-elle résolue? La Russie insistera-t-elle pour récupérer ses actifs? Cela n'a rien à voir avec le fonctionnement des ambassades. La question des actifs est une question d'État. Nous avons annoncé que nos diplomates et experts de haut niveau se rencontreront et examineront les problèmes systémiques accumulés à la suite des activités illégales de l'administration précédente visant à créer des obstacles artificiels au fonctionnement de l'ambassade de Russie. Nous avons bien sûr répondu de la même manière et créé des conditions inconfortables pour le fonctionnement de l'ambassade américaine à Moscou. Une telle réunion aura lieu demain à Istanbul. Je pense qu'à l'issue de cette réunion, nous verrons à quelle vitesse et avec quelle efficacité nous pouvons avancer. Comment commentez-vous les résultats des élections en Allemagne? Quelles sont les attentes de la Russie concernant la politique de Friedrich Merz? Nous avons déjà commenté. Notre ambassadeur à Berlin, Sergueï Nechaev, a donné ses évaluations. Nous voyons des changements dans le paysage politique intérieur de l'Allemagne. La division entre l'Est et l'Ouest du pays réapparaît. L'Est est plus concentré sur la résolution des problèmes internes, qui se sont considérablement aggravés en raison de l'adhésion irréfléchie de l'Allemagne aux sanctions anti-russes, et parce que l'Allemagne a rentré sa queue après les actes terroristes visant les gazoducs Nord Stream et a honteusement étouffé l'enquête, bien que cela ait sapé les bases saines de l'économie allemande, qui lui avait permis d'être le leader du développement européen pendant de longues décennies. C'est leur choix. Je pense que les électeurs commencent à mieux comprendre ce qui se passe et qui défend quoi. En ce qui concerne M. Friedrich Merz, il a des approches spécifiques envers la Russie. Par exemple, contrairement au chancelier Olaf Scholz, il a insisté pour envoyer aux Ukrainiens des missiles de longue portée Taurus pour attaquer en profondeur le territoire de la Fédération de Russie. Lorsque les Allemands envisagent activement de telles idées, cela rappelle des souvenirs. Mais cela devrait surtout rappeler des souvenirs aux Allemands eux-mêmes. Friedrich Merz a récemment déclaré qu'il ne fallait plus compter sur les États-Unis. Ils retireront certainement leur parapluie nucléaire ou ne l'utiliseront pas. Il faut donc parvenir à un nouvel accord entre les Européens, au sein de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OTAN,
pour que le parapluie nucléaire de l'Europe soit désormais fourni par la France et le Royaume-Uni en tant que deux puissances nucléaires. À quel point cela contribue à assainir la situation en Europe, il n'est même pas nécessaire d'en discuter. Par conséquent, pour l'instant, M. Friedrich Merz a des vues assez agressives. Il arrive souvent qu'une personne, en passant de candidat à homme d'État politique en exercice, dans ce cas au poste de chancelier, adopte des vues plus réalistes. Nous verrons comment cela se passera si M. Friedrich Merz devient chancelier d'Allemagne.